Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un retentissement particulier autour de cette opération qui est en cours actuellement autour de l'hôpital Al-Shifa. On a vu en effet avec Gabriel Moret quand on était à Tel Aviv tout à l'heure, énormément de gens le nez dans leur téléphone en train de regarder les toutes dernières informations. Alors les sources d'informations ici, ce sont les communiqués de Tsahal ou encore les médias israéliens. On balaye, la plupart des Israéliens balayent d'un revers de main tout ce qui vient du côté palestinien. Mais ce qu'on nous dit globalement, c'est que de toute façon Tsahal doit faire ce qu'elle a à faire. Donc s'il y a des victimes collatérales, ça n'est pas vraiment le problème. Quand je vous dis que l'opération d'aujourd'hui n'a pas un retentissement particulier, c'est parce que, de manière générale, la réponse de Tsahal depuis le 7 octobre dernier trouve beaucoup d'écho ici au sein de la population israélienne. Alors, à la fin de la journée, ce qui est important surtout pour les Israéliens, c'est de savoir deux choses. C'est de savoir si le Hamas va être complètement détruit et éliminé pour qu'il n'y ait pas un 7 octobre bis. Et puis également, c'est de savoir si les 239 otages qui sont actuellement dans la bande de Gaza pourront être libérés. Alors Solène, je vois que vous êtes équipée de votre casque et de votre gilet pare-balles. J'imagine que c'est la même chose pour Gabriel Moret. On vient d'entendre une explosion derrière. Il y a des combats ailleurs qu'à Al-Shifa, ça veut dire, hein? Oui, absolument. C'est ça qui est intéressant en fait. On est là à 1 kilomètre environ de la bande de Gaza. Et ce qu'on observe depuis tout à l'heure avec Gabriel Moret, on est arrivé il y a une petite heure. En fait, la ville que vous voyez juste derrière moi, c'est Beit Hanoun. On en a beaucoup parlé au début de l'opération terrestre de Tsahal. C'est cette ville dans le cadran nord-est de la bande de Gaza. Et vous le savez aussi bien que moi, le nord de Gaza, au-dessus de Gazaville, est censé être complètement sous contrôle de l'armée israélienne. Or, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, ce sont des frappes de l'aviation israélienne. Et c'est pour ça que vous voyez cette épaisse fumée noire qui est en train de s'élever dans le ciel juste derrière moi dans le cadran vraiment nord-est de la bande de Gaza. Et puis il y a également, on a entendu tout à l'heure des tirs de mitrailleuses embarquées sur les chars. Il y a des échanges de tirs parce qu'on entend aussi des ripostes et ça on a pu se le faire confirmer par les militaires qui identifient, vous le savez, ce genre de bruit vraiment en une seconde. On a pu entendre aussi des ripostes de Kalachnikov, donc ça veut dire de la part des terroristes du Hamas. Donc ce qu'on comprend très bien, c'est que cette partie nord de la bande de Gaza n'est pas aujourd'hui complètement sous le contrôle de l'armée israélienne. Et puis en quelques mots, vous parliez d'autres combats également. Oui, il y en a. L'armée Tsahal a communiqué là-dessus il y a quelques minutes dans d'autres points stratégiques de la bande de Gaza, des centres de communication, des centres de pouvoir. On a appris en début d'après-midi que l'armée israélienne avait fait exploser le parlement du Hamas. Vous savez, c'est ce même parlement à l'intérieur duquel l'armée israélienne s'était prise en photo en début de semaine. Merci beaucoup Solène. Merci à Gabriel également. Soyez prudents, bien entendu. Et puisque vous parliez de communication officielle d'Israël, je vous donne la dernière communication de Benjamin Netanyahou. Nous atteindrons et nous éliminerons le Hamas et nous ramènerons les otages, nos deux missions sacrées. Voilà ce qu'il a dit au moment donc où l'armée israélienne est entrée dans cet hôpital. C'est intéressant hein, ce que dit Solène. Il y a sans doute encore des combattants du Hamas dans le nord de Gaza. Tout n'est pas nettoyé, hein, loin de là. Non, loin de là, parce qu'ils sont aussi très mobiles. Enfin, avec les tunnels, ou même plus généralement, ils sont très mobiles. Ils connaissent mieux le terrain que les Israéliens qui se sont retirés en 2005. Ouais. Donc, très clairement, ils ont un avantage mobile pour revenir. Alors, pour revenir à l'hôpital, alors qu'on reste sur cette image de Gabriel Moret sur le nord-est donc de la bande de Gaza, et puis on surveille s'il se passe quelque chose, Solène nous appellera évidemment. Je parlais tout à l'heure du colonel Rafovitz, qui est donc l'un des porte-parole de Tsahal, le porte-parole francophone, qui était donc tout à l'heure invité d'Elisabeth Martichoux. Et donc, il expliquait qu'ils avaient fait venir également des médecins militaires, des professionnels de santé, et qu'ils avaient également discuté avec le personnel de l'hôpital. Il va falloir savoir quels patients on peut évacuer. Écoutez. Les équipes médicales avec des médecins militaires, qui sont également des médecins militaires aguerris, qui sont formés au travail militaire médical de combat et opérationnel, c'est eux en fait qui jugeront avec les membres médicaux de Shifa la situation médicale des patients pour savoir dans quelle mesure, s'il y a besoin d'être évacués, ils seront évacués. C'est faisable, ça, tout en parallèle, c'est-à-dire qu'en même temps, on fait la guerre, on nettoie, on communique et on évacue des patients qui ne sont pas des blessés de guerre, mais qui sont potentiellement quelqu'un qui est perfusé. Oui, en plus là, maintenant, il n'y a même plus de bombardement. Donc, une fois sécurisé l'hôpital, il y a les opérations qui continuent pour trouver les tunnels, les caches d'armes, l'éventuel centre de commandement, etc. Dans l'hôpital lui-même,
effectivement, une fois identifié les gens, une fois interrogé les gens, une fois... c'est pour ça que l'une des premières choses, ce que racontait le correspondant de l'AFP, ce qui n'était pas contradictoire avec ce qu'on a vu après, c'est qu'effectivement, au début, ils ont demandé aux jeunes au-dessus de 16 ans d'aller dans la cour en levant les bras pour bien voir s'il y avait des combattants, pas des combattants. On les scanne, en fait. Hein, oui, voilà, c'est traumatisant, évidemment, pour les familles qui sont là, pour les réfugiés, pour les malades. En plus, ils s'imaginent qu'aussi l'ennemi israélien comme des monstres assoiffés de sang, donc on peut imaginer leur détresse et leur stress. Mais bon, voilà, les Israéliens font très attention, et effectivement, là, ils apportent le matériel. C'est très important aussi qu'ils amènent non seulement des médecins, mais aussi des médecins ou des interprètes parlant parfaitement, des Israéliens parlant parfaitement arabe, il y en a beaucoup, pour parler avec les gens. Donc voilà, ils vont sécuriser l'hôpital, et c'est en plus... C'est pas simplement parce qu'ils sont gentils, mais c'est aussi, entre guillemets, c'est leur devoir, tel que le stipulent les conventions de Genève, une fois que, comme disait très bien le général, vous occupez un hôpital, vous devez le remplacer les structures existantes, et ils font le job. Logique. Alors je vous donne, à titre d'exemple, et ça illustrera les images que vous voyez là, Avishai Adrae, qui est le porte-parole arabophone, cette fois-ci, de l'armée israélienne, qui dit sur Twitter ceci: les soldats ont apporté du matériel médical, des incubateurs, du lait maternisé. Entre autres, il y a eu aussi des incubateurs, ce sont des couveuses, on a beaucoup parlé des bébés, voilà, tout ça va être entreposé là, et on peut imaginer que les militaires restent là, s'installent là pour quelque temps quand même, parce qu'une fois qu'ils l'auront nettoyé, ils vont quand même l'investir, cet hôpital. Alors d'abord ça va être très long, il va falloir du monde quand même, effectivement, et en parallèle, je dirais, tout le soutien logistique et sanitaire va s'installer. Donc effectivement, il va y avoir une occupation des lieux tant que le nettoyage n'aura pas été fait et l'acquisition des renseignements n'a pas été obtenue. Donc le renseignement va être obtenu. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a comme une opération que personnellement, au point de vue en tant que professionnel, je trouve bien menée. Ouais. Parce que il y a un investissement dans les normes de la guerre, avec ensuite... Pardonnez-moi, mais on n'a que les infos de Tsahal qui ne va pas nous dire le contraire. Hein. Oui, tout à fait. Oui, mais enfin, je pense qu'à l'époque des téléphones portables, s'il y avait une bavure, on a déjà eu l'image. Voilà, je ne me fais pas trop d'illusions sur le fait s'il y avait une bavure. Voilà. Et puis, effectivement, je suis d'accord avec vous, on n'a plus d'images du Hamas, c'est vrai. On n'a plus que des images d'Israël. Non, mais ils communiquent par contre du Hamas. Non, voilà. Donc là, on a une progression normale. S'il y avait un massacre à dénoncer, on le saurait. Voilà. Et je dirais quand même que l'image que veut montrer Israël, c'est montrer que c'est une armée professionnelle qui respecte le droit dans la guerre, qui prend en considération les besoins de la population. N'oublions pas que vous parlez des couveuses et des bébés. C'était quand même un argument du Hamas depuis plusieurs jours en disant que Israël menaçait finalement ces bébés. Donc, et on ne parle plus des bébés qui ont été pris en otage. Bon, ça c'est un détail quand même, il ne faut pas l'oublier quand même. Voilà. Donc là, l'armée israélienne est une armée professionnelle qui respecte le droit et qui assure la protection d'une population telle que c'est prévu dans les conventions de Genève.